Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 77 ans et presque toutes ses dents, c'est le journal de Tintin qui publie aujourd'hui un numéro anniversaire auquel plus de 80 auteurs et dessinateurs de BD ont participé. Hergé a marqué plusieurs générations d'artistes, de lecteurs, d'auditeurs. France Culture est proche des aventures de Tintin, puisque comme vous le savez, votre station favorite dispose d'un certain nombre d'enregistrements des albums de Tintin, et notamment du Secret de la licorne. Et pour célébrer Tintin comme il se doit, nous sommes avec Pierre Assouline. Bonjour. Bonjour. Pierre Assouline, vous êtes journaliste, écrivain, auteur de nombreux livres, dont une biographie d'Hergé, publiée aux éditions Plomb. Et nous sommes en duplex de Bruxelles avec Clara Lodvig et Johan Demore. Bonjour. Bonjour. Johan Demore, vous êtes dessinateur de presse et de bande dessinée humoristique. Vous avez participé à ce numéro spécial et vous avez notamment travaillé avec votre père qui était l'assistant d'Hergé sur une œuvre inachevée de l'artiste dans les années 1980. Et puis Clara Lodvig, vous êtes dessinatrice et autrice de BD. Vous avez vous aussi participé au numéro spécial qui paraît aujourd'hui. Vous êtes, comment le dire, un peu la caution jeune, parce que les amateurs de Tintin sont de 7 à 77 ans, mais voilà, tous n'ont pas 7 ans. Nous allons justement immédiatement entendre la naissance de Tintin, ou plus exactement Hergé, qui explique comment Tintin est né. Ce petit bonhomme est né vraiment, presque sans réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce qui sera facile à dessiner? J'ai fait un rond, je mets un petit accent là au-dessus pour la petite mèche. Et puis, comme ça, au moins, j'avais des chances de le réussir, enfin, qu'on le reconnaisse à chaque dessin, à peu près. Et donc, ça s'est fait comme ça, très légèrement, et sans penser du tout à ce qui pourrait suivre. Pierre Assouline, explication de texte et de dessin par rapport à cette naissance de Tintin. Oui, bien entendu, avec le recul, on a toujours tendance, enfin les artistes, les grands artistes, à simplifier les choses, à dire que c'est venu comme ça. C'est drôle parce que ça me fait penser à Georges Simenon. Quand on lui demandait comment est né Maigret, il dit ça m'est apparu comme ça. Pratiquement les mêmes mots. Ce qui est frappant, c'est que Hergé, comme Simenon d'ailleurs, a travaillé, a beaucoup travaillé. Et qu'au départ, bien sûr, il y a cette intuition, cet instinct presque naturel, mais aussi du travail, c'est-à-dire faire des dessins, faire des essais. Quand on regarde tout ce qui a été fait et qui est aux archives de Moulinsart, eh bien, on se rend compte qu'il y a toujours eu des préparations, des préparatifs. Et ça, c'est le cas des grands artistes. Ça veut dire que finalement, l'improvisation avait peu de place dans le travail d'Hergé? Non, mais quand même beaucoup de travail. Et ça, il l'a montré toute sa vie. C'est-à-dire que ça, on n'imagine pas. Il faut vraiment entrer dans sa correspondance pour le comprendre, et aussi dans tous les dessins préparatoires, à quel point Hergé a travaillé, notamment entre le début, les années 30 et les années 60. Énormément travaillé tout seul. Le regard des deux dessinateurs avec qui nous sommes en duplex sur Tintin. Clara Lodvig, pour vous, qui êtes une jeune dessinatrice, Tintin, qui est-ce? Quel regard portez-vous sur lui? Tintin, pour moi, c'est pas une bande dessinée que j'ai énormément lue. J'ai lu tous les Tintins, évidemment, mais je dirais que quand je me compare à d'autres collègues, c'est pas ma référence première. Par contre, je vois surtout une influence indirecte par des auteurs qui, eux, revendiquent vraiment une filiation directe avec Tintin et que moi j'apprécie. Mais Tintin en lui-même, c'est pas 100% ma tasse de thé, en fait. Et vous, Johan Demore? Oui, quand j'entends Hergé parler d'un simplifier un personnage, quelque chose de simple, un cercle, etc., ça me fait penser à l'estampe japonaise, à Hokusai, qui fait des choses très simples, ou les débuts des mangas de Hokusai, etc. Ça me touche énormément. J'avais déjà entendu ça, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Quant au travail de Hergé, comme Pierre Assouline en parle, effectivement, c'était une bête de travail, mais il ne travaillait pas tout à fait seul. Il a quand même eu un studio, dont mon père a fait partie. Oui, mais et ils ont, et Jacques Martin aussi, Le Loup, etc. C'était quand même une équipe assez formidable. Hergé était tellement intelligent qu'il savait se mettre des gens autour de lui qui avaient énormément de talent et
Et bon, je sais que mon papa, avec Hergé, s'entendait très bien au niveau du boulot. Ils se comprenaient et ils se respectaient mutuellement. Et je trouve que ce sont quand même des éléments importants dans l'œuvre d'un artiste. D'Hergé, des choses qui comptent sur l'élaboration des dessins. Pierre Assouline. Oui, bien sûr, vous avez raison, sauf que c'est intervenu après la guerre, essentiellement. La fondation du studio Hergé et tous les collaborateurs, bien entendu, c'est après. Alors que moi, je parlais de la période des années 30 à 40, qui a été quand même peut-être celle des très grands albums, même s'il y en a eu d'autres après. Il y a quand même les bijoux de la Cassafio qui n'est pas si bien mal. Sûr, bien sûr. Bien non, sûr. Je rigole, je rigole. Je pourrais vous citer le Lotus Bleu et beaucoup d'autres, bien sûr. On va écouter un autre extrait de l'interview d'Hergé où il évoque les qualités morales du personnage de Tintin. Tintin, c'est un grand scout, non? Oui, c'est un peu ça, évidemment. Il y a une filiation. Le Totor, c'était un vrai scout. Tintin, lui aussi, il est un peu de cet esprit-là. C'est l'esprit un peu d'aventure, de jeu, je dirais. Hein, et avec les qualités qu'on prête aux scouts, en tout cas. Brouillards. Des brouillards, fidèles à la parole donnée, respectueux de la nature aussi, déjà. Bon, envers les animaux, enfin, etc. Optimiste, solide, costaud, enfin voilà. Pierre Assouline, là aussi un commentaire sur la manière dont Hergé décrit son personnage. Un scout, il a raison, parce qu'il est scout comme Hergé. Hergé est resté toute sa vie un scout, catholique, conservateur, et son héros lui ressemble. Mais évidemment, au départ, c'est assez appuyé, notamment chez les soviets et quand il est au Congo. Et puis par la suite, ou très très rapidement, Hergé a l'intelligence et l'intuition de faire de son personnage un héros universel. Donc il le débelgicise, il le déchristianise, si je puis dire, pour en faire avant tout peut-être l'un des fondateurs sur le plan moral de l'idéologie des droits de l'homme. Oui, en quelque sorte, parce que, et ça on le voit bien dans le Lotus Bleu, hein, il y a même une case où on dit que voilà, c'est né à ce moment-là, quand il sauve Chang du fleuve, que les droits de l'homme sont nés à ce moment-là. Parce que c'est ce qu'on appelle une évolution politique, puisqu'il faut rappeler, Pierre Assouline, dans quelle ère idéologique Hergé se mouvait au début, lorsque Tintin a débuté ses aventures, du côté de la droite dure belge, de la droite rexiste. Oui, je dirais pas rexiste, non. Non, Tintin est né dans un journal qui s'appelait le XXe siècle, et notamment le Petit XXe, qui était le supplément pour la jeunesse de ce journal. Ce journal était dirigé par l'abbé Wallet, et cet abbé a été le mentor d'Hergé. Il lui doit énormément. Il a toujours payé sa dette à l'abbé Wallet. Hergé n'était pas quelqu'un d'ingrat. Il est resté fidèle à ses amis, et bon, il vient de ce milieu, il y est toujours resté. Le rexisme, peut-être une définition... Le rexisme, c'est quand même le fascisme belge. Hergé n'a jamais été rexiste. Il a très bien connu Léon Degrelle, qui se vantait beaucoup d'avoir inspiré Tintin. Ils ont travaillé dans les mêmes journaux, etc. Il y a eu peut-être des accointances, mais il n'a jamais été rexiste. Ce qui est sûr, c'est qu'il a ce milieu l'a nourri dès le départ et qu'il s'en est jamais dépris, il ne l'a jamais renié. L'anticommunisme, l'antisémitisme ou l'antiparlementarisme, tout ça, oui, mais quand on l'énonce ainsi, c'est une idéologie. Hergé n'a pas de sens politique, ce n'est pas un idéologue, ce n'est pas un militant, c'est quelqu'un qui agit par des sentiments, comme son personnage, ou plutôt son personnage comme lui. Donc il ne faut pas l'encarter. Pour autant, il ne faut pas renier ce qu'il est fondamentalement. Et lui, d'ailleurs, n'y songe pas. À la Libération, il a quelques petits problèmes. Eh bien, ses amis de toujours, ont beaucoup plus de problèmes que lui, puisque certains finissent sous les balles, d'autres ont des procès, ils finissent en prison, il leur reste fidèle. Et ça, c'est remarquable. Clara Lodvig, vous êtes, je le rappelle, une jeune dessinatrice belge. Alors, pourquoi Tintin vous parle peu? Est-ce que c'est justement pour les raisons qu'on vient d'évoquer, la manière dont celui-ci est né dans une presse décrite par Pierre Assouline à l'instant comme catholique? Est-ce que vous avez peu d'acquaintance avec le dessin? Bref, votre regard, vous aussi, sur Tintin. Alors, le dessin, je le trouve magnifique. J'ai rien à reprocher au dessin et rien à Tintin en général. Mais pour moi, c'était très
très sérieux comme bande dessinée, et j'aimais vraiment bien les bandes dessinées très fantaisistes, avec beaucoup de rebondissements délirants, et autant on peut retrouver ça un petit peu dans Tintin, pour moi c'était trop sérieux. Et il y avait des textes trop longs, et voilà. D'accord, trop d'esprit de sérieux. Pierre Assouline. Elle a raison. C'est très sérieux. C'est un bon garçon, Tintin. C'est un reporter, enfin. C'est un scout. C'est un scout, oui, mais c'est surtout un reporter. Il a ceci d'extraordinaire, parce que, bon, moi, je voulais être reporter à cause de Tintin. Hein. Mais tous les reporters ne sont pas sérieux, Pierre Assouline. Oui, mais celui-ci a ceci d'extraordinaire, c'est que d'abord, il manipule jamais d'argent dans tous ses voyages, et ensuite, on ne le voit jamais écrire. Jamais. Ça, c'est formidable comme reporter. De la radio, on ne sait pas. Yoann Demour, vous aussi, votre regard sur Tintin par rapport à ce personnage donc, qui a évolué politiquement, malgré tout. Oui, oui. Moi, je ne garde pas un souvenir parce que je les lis encore de temps en temps. Mais je trouve que scénaristiquement, c'est d'une force incroyable. La manière dont les histoires sont construites, parce que Clara dit, il y a quand même énormément d'absurdité dans les histoires de Tintin. C'est un théâtre vivant où les personnages se contredisent, ne se comprennent pas. Tournesol est sourd, le capitaine Haddock boit, les Dupont ne sont pas des vrais flics. Enfin, tout est un théâtre humain. C'est du Molière, hein, c'est complètement fou. Et j'ai toujours rigolé. Et les Belges, parce qu'on fait les 77 ans du journal Tintin, on a toujours, dans nos conversations scolaires, ou même en adulte, employé des expressions bruxelloises qu'il y a dans Tintin. Donc ça fait partie de notre ADN en Belgique. C'est incroyable. Mais pas seulement en Belgique, hein. C'est le cas en Europe, évidemment en France, ailleurs dans certains autres pays européens, mais notamment pour la France. Tintin, ça fait partie de l'imaginaire collectif. Il faut bien dire une chose, si on parle encore aujourd'hui, en 2023, de Tintin et d'Hergé comme on le fait, c'est bien parce que Hergé a eu du génie. C'est un personnage universel et intemporel qui a traversé le temps, ça fera bientôt un siècle. C'est énorme. Et ça, il n'y a pas beaucoup de personnages fictifs qui ont atteint ce niveau de notoriété, de puissance et de pénétration. C'est quand même générationnel, hein, qu'on le veuille ou non. La preuve, on l'a entendu tout à l'heure. Mais Hergé continue à exercer une influence réelle ou inconsciente sur énormément d'artistes. Pierre Assouline, on vous doit une biographie d'Hergé. Clara Lodvig, Yoann Demour, vous avez participé à ce numéro spécial du journal de Tintin où 80 auteurs et dessinateurs de BD célèbrent les 77 ans de ce journal. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer la manière dont le personnage à la houppette a vécu durant ces 77 ans. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons nos invités, autrement dit deux dessinateurs belges en duplex de Bruxelles, Clara Lodvig et Yoann Demour. Et ici même, à Paris, je suis en compagnie de l'écrivain et journaliste Pierre Assouline. On vient d'entendre notre camarade Jean Lémarie, Pierre Assouline, parler politique. La politique de Tintin, Hergé, d'ailleurs, a-t-il fait un personnage écologique? Tintin aime la nature, il aime les animaux? Ah oui, il aime beaucoup les animaux, dès le départ d'ailleurs. Et en même temps, on lui a reproché, dans Tintin au Congo notamment, enfin c'était les débuts, d'être parfois cruel avec des animaux, mais cruel, pas personnellement, mais il y avait des scènes de chasse, tout ça, qui étaient un peu contestées, enfin qui ont été par la suite, parce que c'est les préoccupations que n'avaient pas les lecteurs des années 30, bien entendu. Ce que l'on peut dire en tout cas dans l'évolution politique d'Hergé, puisqu'on l'a évoqué avec vous il y a quelques minutes, il était à l'origine à l'extrême droite, et puis il a glissé, c'est un pragmatique Hergé. Oui, mais ce n'est surtout pas un opportuniste. C'est ça qui me frappe et que je trouve remarquable. Moi, je ne juge pas ses opinions, mais ce que je juge en bien et positivement, c'est sa fidélité à ses convictions, à ce qu'il est depuis le début, et notamment à ses amitiés politiques. Encore une fois, il a toujours été un homme de droite. Alors évidemment, il y a une évolution, c'est que après la guerre, c'est pas tellement une question de gauche ou de droite, parce que voilà, c'est pas ça qui compte. Mais il se convertit au bouddhisme.
Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez lui, très sincère. Sa femme, Fanny, et s'est également convertie au bouddhisme. Et ça a beaucoup compté dans son évolution. C'est-à-dire ? Parce que c'est quelque chose de moral, si vous voulez. C'est aussi important que, ça va vous paraître bizarre parce qu'on parle de politique, mais de sa passion pour l'art contemporain. Ce sont des choses qu'on ne soupçonne pas dans un esprit qui a souvent été qualifié de conservateur ou d'académique ou de traditionnel. Eh bien, il va vers des peintres à une époque où c'est pas vraiment évident. On écoute un extrait des aventures de Tintin mises en ondes par France Culture, Le secret de la licorne. Ça y est, du pirate, les grappins sont lancés. Hop! Et avec de féroces hurlements, les flibustiers se précipitent à bord de la licorne. Arrière! Arrière! Laissez-moi cet homme, camarade. Je le tuerai, moi. Viens-y donc, ou la gaufre. Vieux cornichon. Sanapisme. Pas les pieds. Tuer. Viens, voilà pour toi. Scolopendre. Capitaine, calmez-vous. Gare à vous, ça va tarder. Attention, le plafonnier. Voilà, c'est à peu près ce qui est arrivé à mon aïeul. Un extrait de la fiction que France Culture a consacrée à Tintin, Le secret de la licorne. Vous la retrouvez bien sûr sur le site de France Culture. Le lien justement qui existe, Pierre Assouline, entre les BD de Tintin et les romans, puisque vous êtes romancier et journaliste. D'ailleurs, votre roman, Le portrait sur la famille Rothschild, va être mis en ondes par France Culture la semaine prochaine. On l'entendra à partir de mardi. Hergé, il est comme tout le monde, et surtout comme tous les grands artistes, c'est au départ un lecteur. C'est un grand lecteur, donc Jules Verne et tout le reste. Eh bien, ça reste, et ça se voit dans ses créations et dans ses Tintins. Pourquoi ? Parce que, fondamentalement, il y a l'influence du feuilleton. J'allais dire, on peut citer Eugène Sue et beaucoup d'autres, hein, mais c'est l'esprit du feuilleton. Et ça se retrouve dans cette technique bien particulière qui consiste, lorsqu'on crée une bande dessinée, à faire un appel en bas à droite de la page pour la semaine suivante. Il ne faut jamais oublier qu'au départ, les aventures de Tintin sont publiées dans un hebdomadaire, le Petit 20e. Et donc, c'est un hebdomadaire qui donne rendez-vous à la semaine prochaine. Chaque fois qu'une planche est publiée, elle donne rendez-vous. Eh bien, c'est un art particulier, non seulement de savoir terminer une planche, mais de savoir la terminer de manière à ce qu'on ait envie de connaître la suite. Et ça, c'est l'esprit du feuilleton, c'est très important. Johan Demour, pour vous, la bande dessinée de Tintin est une sorte de modèle absolu. Expliquez-nous pourquoi, en quoi d'ailleurs elle se distingue d'autres bandes dessinées peut-être plus actuelles. Plus actuelles. Mais écoutez, j'ai un problème parce que moi, j'ai eu Tintin et le journal Tintin dans mon biberon. Donc, je ne suis pas très, très objectif. Non, mais c'est votre subjectivité qu'on veut. Oui, je sais. Mais ça allait avec Bob et Bobette, ça allait avec Jacob Soucy dans le journal Tintin, ça allait avec Corentin. Donc c'était un melting pot incroyable. Et ce n'est qu'à mon adolescence que j'ai commencé à faire un tri. Et que là, j'ai constaté que Tintin, comme je l'ai déjà dit, avait un scénario... je ne savais pas ce que c'était un scénario, mais bon, que l'histoire était construite d'une manière redoutable, et chez Jacob Soucy. Et là, je conteste Clara qui disait qu'il y avait beaucoup de textes, et Jacob, il y en a bien plus. Et donc, voilà, ça m'a influencé tout le temps parce que je trouvais que toute l'image de Tintin, les décors, la position d'une case, la manière dont c'est dessiné, la fameuse ligne claire, c'est quelque chose qui est passionnant à imiter aussi. J'ai redessiné
toutes les vignettes de Voir et Savoir, qui étaient l'histoire de l'aviation, des bateaux, etc., parce que j'aime l'histoire. Et voilà, j'ai copié beaucoup Tintin, comme beaucoup d'artistes ont copié des artistes antiques, etc. Et pour moi, Hergé est un auteur classique, finalement. C'est Ingres, c'est Hokusai, comme j'ai dit. C'est quelqu'un d'immense dans l'histoire de l'art et l'histoire universelle en général. Vous, Clara Lodwig, justement, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez peut-être plus sensible au dessin d'Hergé, celui-ci, la ligne claire, que vous évoque-t-il ? La ligne claire, eh bien, moi-même, je dessine plutôt en ligne claire et j'ai été énormément influencée par des auteurs qui se revendiquent vraiment comme une filiation d'Hergé, quoi. Par exemple, Bruno Hetz, qui a vraiment repris des dessins de la première période d'Hergé. Et alors, chez lui, je retrouve justement tout ce qui est extrêmement, peut-être encore populaire et libre et brut. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. En fait, moi, le seul truc que j'aime pas trop, c'est quand ça devient trop sage. Mais les premières périodes d'Hergé, les premiers dessins, j'aime vraiment beaucoup. Et les auteurs qui s'inspirent de ça, je les aime beaucoup aussi. Pierre Assouline. Je suis étonné que notre interlocutrice n'ait pas encore cité Franquin, parce que la sagesse un peu académique qu'elle reproche à juste titre à Hergé, ben justement, le modèle inversé, c'est quand même la folie extraordinaire d'André Franquin. Donc j'imagine qu'elle est peut-être plus proche. Et puis même, par rapport au personnage de Tintin, le personnage de Spirou, qui était beaucoup plus déjanté. Vous savez qu'il y a eu une vieille rivalité entre le journal Tintin et Spirou, et que voilà, ce sont deux esprits quand même différents, même si des dessinateurs ont été de l'un à l'autre. Clara Lodwig, qu'en pensez-vous ? J'en pense que moi je suis plutôt team Bob et Bobette, qui était le grand penchant un peu néerlandophone de Tintin, comme Johan, on est d'accord. Oui, Johan et moi on est tous les deux bilingues, et donc pour nous Tintin, Bob et Bobette, c'est un peu... Enfin, alors moi je suis quand même plutôt Bob et Bobette, mais c'était le penchant beaucoup plus, pour moi, donc libre, exalté, complètement délirant, folklorique, populaire, qui mélange tous les mythes et légendes. Et donc moi c'est vraiment ça qui m'a baigné le plus, quoi, plus que Franquin ou Hergé d'ailleurs. Comme c'est disait Hergé, le Bruegel de la bande dessinée. Ouais, voilà, vraiment. Ouais, moi c'est ça. Ce qui me parle, parce que ce qui me frappe, parce que là on parle d'influence, hein, et il est évident qu'Hergé a influencé énormément, consciemment ou inconsciemment. C'est là, je sais pas, un parallèle avec Simenon, mais je ferai un parallèle avec un autre de mes héros personnels, qui est Cartier-Bresson. C'est que le photographe. Le photographe. Dans les deux cas, Cartier-Bresson et Hergé, ils ont eu une influence considérable. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont ensuite les artistes se sont émancipés, et parfois en allant contre cette influence. Et donc, qu'ils soient sous influence ou contre cette influence, c'est toujours par rapport à ce modèle extraordinaire qu'ils se définissent. Les albums de Tintin, ses aventures, les 7 boules de cristal, on écoute un extrait de cette fiction France Culture, à retrouver bien sûr sur le site de votre radio préférée. Formidable, hein? C'est le mot. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je l'entends, je pense à ce cyclone qui s'est abattu sur mon bateau, alors que je naviguais dans la mer des Antilles. Milou, voyons. Milou, viens ici. C'était les 7 boules de cristal, une coproduction France Culture, Hergé, Moulinsart et la Comédie Française. Clara Lodwig, je crois que c'est votre album préféré, Tintin ? Oui, les 7 boules de cristal, oui. J'étais très impressionnée par la momie que je pouvais moi-même voir au musée du Cinquantenaire quand j'étais petite. Et oui, ça donne des cauchemars, hein, cette momie. Exact. Mais oui, il y a des passages qui font assez peur chez Tintin. Justement, celui-là, quand on voit la momie qui éclate des boules de cristal la nuit à côté de Tintin, c'est
juste horrible, quoi. Et en plus, quand tu sais qu'elle existe en vrai, et que tu peux la voir, cette momie, bah, ça devient vraiment... C'est ce que j'aimais bien, d'ailleurs, quand même, dans l'œuvre d'Hergé, et d'ailleurs de Wille van der Seen aussi, c'est que tu retrouves des objets de la réalité que tu peux revoir en ville ou dans des musées, dans les livres, quoi. Et en tant que bruxelloise, je pouvais aller au marché aux puces, je pouvais voir le musée du cinquantenaire, et ça, c'est super. Alors, là aussi, Pierre Dans le Assouline. numéro spécial du journal de Tintin, qui paraît en ce moment, qui est assez extraordinaire, parce que c'est un énorme recueil. On a interrogé un certain nombre d'artistes et de créateurs à propos de leur Tintin à eux. Et je crois, pour rejoindre ce qui vient d'être dit, que c'est Patrice Lecomte, le metteur en scène, qui raconte que la case de Raskar Kapak, passant par la fenêtre pendant la nuit, c'est une chose qui l'a fait cauchemarder pendant des années, et qu'encore aujourd'hui, quand il y pense, il s'en remet pas. C'est dire la puissance de pénétration du dessin d'Hergé et de ses scénarios. Johan Demour, vous, votre album préféré de Tintin, quel est-il? Mais j'aime beaucoup les bijoux de la Castafiore, parce que c'est un peu le... J'aime bien les gens qui ne se comprennent pas. J'aime beaucoup la non-communication, quand ils font le test de la télévision en couleur, etc. Ce sont des choses incroyables. On était juste avant Steve Jobs, comme ça. On essayait d'avoir la technologie, l'intelligence artificielle, et rien ne fonctionne. Même, je ris rien ne passe le perroquet. Rien ne fonctionne dans cette histoire. En fait, ça ne raconte rien, simplement qu'il n'y a pas de communication. Je trouve ça extraordinaire. Moi, j'aime bien. Je crois que, s'agissant d'Hergé, comme beaucoup d'autres qui ont une œuvre véritable et qu'on suit pendant toute sa vie, on peut évoluer. Moi, quand j'étais petit, c'était les 2 albums sur la Lune, parce qu'ils m'ont fait rêver, parce qu'ils m'ont fait partir sur la Lune. Ensuite, arrivé à l'âge adulte, et quand j'étais étudiant, tout ça, c'était le Lotus Bleu, parce que je trouvais que politiquement, et idéologiquement, j'allais dire, c'est un album qui méritait d'être vraiment analysé et qui est vraiment l'album important. Et puis, à une époque de ma vie, Tintin au Tibet a compté parce que c'est un album issu de la dépression. Album tout blanc, celui de la pureté, l'éloge de l'amitié. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus passionnant, c'est Les bijoux de la Castafiore. Parce que d'abord, il est totalement surréaliste. C'est peut-être le plus belge, en ce sens, de tous ces albums, et le plus fou. Le plus fou. Le plus belge, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que vous avez fait un rapprochement avec Simenon, et effectivement, lorsqu'on vous entend rapprocher ces 2 personnages, on se dit qu'il y a une forme de belgitude à la fois chez Maigret et chez Tintin. Oui, il y a une belgitude. Chez Tintin, c'est même... il y a des belgicains chez Tintin. C'est une expression qui a été un néologisme qui a été forgé, qu'on retrouve dans certains albums. Oui, c'est très belge, mais ça montre quand même, je crois, aux Français qui ont, comme vous le savez, tendance à annexer des grands artistes belges dès lors que leur notoriété dépasse Bruxelles, et pour en faire des Français. Jacques Brel, Magritte, etc. Eh bien, ce qui est intéressant avec autant Hergé que Simenon, c'est que ça donne aussi quand même, notamment Hergé, conscience de ce que peut être l'ironie, l'humour très particulier et aussi l'esprit surréaliste belge. Alors, est-ce que ça vous parle, ça, Clara Lodwijk, par exemple, l'esprit belge? Est-ce qu'il y en a chez Tintin? Est-ce que d'ailleurs c'est une notion qui fait sens pour vous? Je sais pas, je suis belge. Ah oui, et alors donc du coup, les Belges n'ont pas un regard sur eux capable effectivement de distinguer ce qu'il y a de belge en eux? Écoutez, c'est compliqué, je vois ce que vous voulez dire, évidemment, il y a... Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Mais le côté surréaliste, en tout cas, le côté pas pris au sérieux, mais alors pour moi, du coup, Tintin, c'est un peu sérieux. Et le fait que, a priori, tout est pris un petit peu avec beaucoup de second degré, oui, je vois que c'est belge. Johan Demour.
Oui, nous sommes un petit pays qui a été envahi pendant des siècles par les Français, entre autres, les Hollandais, les Espagnols, etc. Et on nous a dit, vous les Belges, taisez-vous. Et alors on s'est tu, et on est rentré dans nos chaumières, on a fermé nos petites fenêtres, on a allumé la bougie, et on s'est mis à dessiner, à contester, à dessiner. Et toute cette absurdité aussi, et ce regard un peu décalé, vient de cette manière de ce petit pays qui doit s'entendre avec plusieurs langues, et donc toute cette absurdité, on en rigole nous-mêmes, on appelle nous-mêmes pas ça la belgitude, ni le surréalisme, mais on vit avec ça au quotidien, carrément au quotidien. Et Hergé nous a apporté, avec ses expressions bruxelloises qu'il met, que ce soit du bordure ou du sildave ou que sais-je encore, toute cette relativité dans une bande dessinée, ça c'est quelque chose qui nous a nourris, qui nous nourrit toujours. Mais alors justement, comment distinguer Hergé de la formidable postérité de la bande dessinée belge, Johan de Moor? Pardon, excusez-moi. Comment distinguer Hergé de la postérité de la bande dessinée belge? Parce qu'on peut dire que son héritage est partout dans la bande dessinée belge. Oui. Mais enfin, bon, nous sommes en 2023 et je constate que de nombreux auteurs, de jeunes auteurs maintenant, se font influencer par d'autres séries ou d'autres personnages que Tintin. Ça, je dois constater que autour de moi, des nièces, des jeunes ne me parlent plus du tout de Tintin, mais de manga, par exemple, ou des comics américains, et donc ou d'Internet, tout ce qui se fait sur Internet au niveau de la bande dessinée. Donc, je sens quand même qu'ils disent oui, non, c'est vieux. Ils me disent bon, voilà, c'est une Clara réalité. Ludwig, c'est ce que vous dites? Moi, je dis pas que c'est vieux en soi. Comme je vous dis, Bob et Bobette, Oui, c'est tout aussi vieux et j'aime énormément et je lis encore et ça m'influence vraiment au quotidien dans mon Parce travail. qu'il y a des nouveaux albums. Aussi. Littéralement. Bon, les nouveaux albums, je les lis pas trop. Mais mais je pense en effet que là, pour le moment, de ce que je vois, c'est que la plus grande influence vient plutôt du Japon, du manga et que oui, a priori, je pense que ça va prendre plus de place dans les prochaines années. Oui, Pierre Assouline. Il faut pas se voiler la face, c'est générationnel, Tintin. Il y a un moment où ça parle beaucoup moins aux jeunes. Alors évidemment, il y a le cinéma, il y a les dessins animés qui tentent de faire vivre cette œuvre, mais il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale, c'est que cette œuvre est close. Avec la mort d'Hergé, elle est close. C'est-à-dire qu'il y a la volonté qu'il n'y ait pas d'héritier officiel désigné, comme ça a été le cas pour Alix, ou comme ça a été le cas pour Blake et Mortimer, pour poursuivre l'œuvre sans son inventeur, sans son créateur. Eh bien, c'est très difficile de faire vivre une œuvre close, mais c'est le risque qu'a pris Hergé. Je pense qu'il a eu raison, mais enfin, c'est son point de vue. Il faut évidemment le respecter, et heureusement que sa veuve l'a toujours fait respecter. On ne sait pas ce qui se passera plus tard, mais ça compte beaucoup dans le fait que aujourd'hui, ça parle beaucoup moins jeune. Alors d'ailleurs, il y a le fait aussi que le journal de Tintin et Johan de Moor ait cessé de paraître à la fin des années 80. Oui. C'était un peu dans l'air du temps. Je crois que une maison d'édition, c'est aussi une maison commerciale, donc ça doit quand même rapporter. Et tout ça était en perdition. Un peu plus tard, une dizaine d'années après, c'est À Suivre qui a disparu pour des raisons similaires, qui fut aussi un magazine français, mais qui a marqué aussi la bande dessinée en général. Donc, je ne pense pas que ça reviendra un de ces jours à un magazine. Il y a des rêves comme ça, mais je pense que voilà, les décennies changent, les siècles changent maintenant, et nous allons vers l'intelligence artificielle probablement. Bon, pas encore tout de suite. Non, parce que Clara Ludwig, il se trouve quand même que la bande dessinée, en général, la bande dessinée belge d'ailleurs se porte aussi plutôt bien. Oui, je pense, j'espère en tout cas, mais j'ai l'impression qu'en tout cas il y a plein de nouvelles autrices et nouveaux auteurs qui émergent. Il y a énormément qui arrivent en fait. Peut-être pas tout n'est pas encore publié, mais ça arrive, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire, Pierre Assouline, que Tintin appartient désormais à l'histoire de la bande dessinée, le fait justement d'essayer de relancer le journal de Tintin, même avec ce clin d'œil pour ses 77 ans, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est impossible à relancer, ça appartient au passé. Là, c'est un numéro anniversaire, c'est formidable qu'il l'ait fait pour les 77 ans, mais ça n'ira pas plus loin, c'est un one-shot, comme on dit. Évidemment qu'il appartient à l'histoire. C'est un classique moderne.
Voilà, mais c'est quand même un classique moderne du XXe siècle, fondamentalement. Il faut le prendre comme tel. Il ne faut pas rêver. Johan Demour, comment les auteurs qui ont participé à ce numéro anniversaire ont été choisis? Qu'est-ce qui a présidé justement à cette réunion? Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont pris la crème de la crème. Hein. Donc, et donc voilà, je pense qu'ils ont proposé à différents auteurs qui n'étaient pas que des auteurs du Lombard, hein, un peu d'un peu partout, et leur l'ont laissé carte blanche pour traiter un personnage du XXe siècle. Et voilà, donc moi je me suis rebaladé dans le premier numéro du journal Tintin pour essayer de trouver Tintin, mais comme c'est un petit nerveux, je ne l'ai jamais trouvé, hein, donc il est toujours en déplacement. Et voilà, donc c'est quelque chose qui a été construit comme ça, et je trouve que la réponse des auteurs est assez formidable. C'est gai pour un auteur de pouvoir s'amuser avec un autre personnage qui n'est pas le sien et de pouvoir en faire un délire, quoi. Je trouve ça assez chouette. Bon, merci beaucoup à vous deux qui êtes à Bruxelles. Plaisir. Bonne journée. Merci belge, beaucoup. Clara Lodvig et Johan Demour. Merci Pierre Assouline de nous avoir accompagnés. On peut retrouver donc votre biographie d'Hergé. Et puis à partir de mardi prochain et toute la semaine, France Culture va diffuser une adaptation inédite de votre roman Le Portrait, donc consacré à la famille Rothschild. Et puis on retrouve bien entendu ces 80 auteurs qui célèbrent les 77 ans du journal de Tintin.